Marceau Deltombe, 1911-1990. Résister, résister encore. Né le 11 juin 1911 à La Madeleine, Marceau grandit dans un milieu modeste. Son père est blanchisseur, sa mère ménagère. La famille habite dans une petite maison typique des Courets du Nord, rue Saint-Charles à La Madeleine, un quartier principalement composé d'ouvriers. À l'âge de 11 ans, Marceau perd sa maman. Le 16 septembre 1933, à Lille, il se marie avec Marcelle Orban, elle aussi fille d'un ménage modeste vivant à Lille. Marceau est alors chauffeur et réside 86 rue Montgolfier à Marc-en-Barœul. Chauffeur ouvrier métallurgiste, soudeur à l'arc, Marceau exerce des métiers ouvriers traditionnels de cette région. À la déclaration de guerre, en 1939, il est mobilisé et est envoyé à Cherbourg. Ses compétences de soudeur sont jugées utiles pour la marine. Quartier-maître, il est fait prisonnier de guerre par l'armée allemande en juin 1940. Il est prisonnier dans un des 6 camps de Saint-Lô, dans la Manche, jusqu'en novembre 1941. À son retour à Marques, il est embauché comme soudeur à l'arc aux usines Massé-Harris de Marquette. En février 1942, il rejoint les francs-tireurs partisans, groupe de résistants communistes français durant l'occupation, avec des camarades d'usine et de son quartier. Ardent patriote, il participe activement à la formation des FFI, ainsi qu'à de nombreuses actions de résistance, transport d'explosifs, sabotage de voies ferrées ou de voies navigables. Après le 6 juin 1944 et le débarquement des forces alliées en Normandie, les actions de sabotage se multiplient dans la région. C'est ainsi que Marceau participe en compagnie d'Alphonse de Vos et de Théophile Andouche au sabotage de l'écluse de Sainte-Hélène à Saint-André. Le 4 juillet 1944, à 4 heures du matin, des coups violents contre la porte de son domicile, rue du Plouy à Marc-en-Barœul, réveillent Marceau et sa femme. Ce sont des agents de la Gestapo. Le quartier, réveillé par le bruit de l'arrestation, n'y peut rien. Pas plus que sa femme, Marcelle, qui voit Marceau partir vers on ne sait où. Lui sait qu'il a sans doute été dénoncé par un de ses camarades, torturé dans les caves de la Gestapo, 18 rue François de Batz à La Madeleine. Au plus fort de la guerre, alors que la résistance est déjà bien implantée, une cinquantaine de membres de la Gestapo, officiers, dactylos, chauffeurs, prend place dans ces locaux à peine vidés. Une porte est percée entre les deux bâtiments. Le 18 est réservé à l'administration de la police et le 20 au logement des policiers. À la cave, 4 minuscules cellules sont construites. Des lieux exigus qui ne permettent pas de s'asseoir, afin qu'à la fin de la journée, les prisonniers de l'os, exténués, soient plus enclins à avouer. Il est emmené dans la prison de l'Os, qui est administrée conjointement par les Français et les Allemands, chacun gérant leur partie de la prison. Depuis l'occupation et le rattachement de la région au commandement militaire de Bruxelles, celle-ci sert de lieu d'internement pour les résistants arrêtés. La prison est surchargée. Marceau rejoint une cellule de 9 mètres carrés, dans laquelle sont entassés pas moins de 6 hommes. Tout au long de l'été, bien que leur défaite semble inéluctable, les forces d'occupation poursuivent leur répression, ce qui ne fait qu'accroître les effectifs de la prison. La promiscuité et la chaleur rendent l'enfermement particulièrement éprouvant. Toutefois, les liens se nouent, des solidarités se font jour et Marceau retrouve des militants engagés, comme lui, dans la résistance. Les Allemands estiment que Marceau ne possède que peu d'informations sur les différents réseaux de résistance. Il échappe ainsi à la torture. Il reste interné à la prison de l'Os durant près de 2 mois. Le 1er septembre 1944, alors que la région lilloise n'est pas encore libérée mais que les armées alliées approchent rapidement, les autorités allemandes décident d'évacuer le quartier allemand de la prison de l'Os. Les Allemands craignent l'arrivée imminente des troupes alliées et veulent transférer ces prisonniers vers l'Allemagne avant la libération de la ville. D'autant que certains membres du comité départemental de libération envisageraient une attaque de la prison pour en libérer les détenus. À l'aube, Marceau et ses compagnons sont tirés de leurs cellules. L'opération se déroule dans une grande précipitation. Les prisonniers sont regroupés par petits groupes, fouillés, puis conduits vers les cours et les sorties de la prison, sous la surveillance étroite des gardes allemands. Ordre brusque, forte tension et une organisation improvisée caractérisent la matinée. Une fois sortis de la prison, Marceau et les autres détenus sont emmenés vers Tourcoing, soit à pied, soit entassés dans des camions.
Le convoi traverse plusieurs communes de l'agglomération lilloise sous escorte armée. Dans les villes traversées, certains habitants tentent des gestes de secours, mais ils sont repoussés par les Allemands. À ce moment-là, ni Marceau ni ses compagnons ne savent encore où ils sont envoyés. La destination du train reste inconnue. Le départ rapide, imaginé par les Allemands, semble compromis. En premier lieu, parce que 75% de la gare a été détruite par des bombardements alliés, mais surtout parce que les cheminots français se sont mis en grève la veille. Certains d'entre eux, résistants, tentent de retarder la formation du train et un groupe armé d'une vingtaine d'hommes de la résistance locale a prévu d'arrêter le convoi. Cependant, les Allemands, déterminés à faire partir le train, ont reconstruit une partie de la gare à la hâte. Ils sont lourdement armés, ce qui fait renoncer le commando résistant. Les Allemands réquisitionnent les cheminots grévistes et avec certains cheminots allemands, ils font monter les 870 détenus dans le train. Les wagons de marchandises, prévus pour accueillir 40 hommes seulement, en accueillent 80 à 90. Dès le départ de la gare, à 17h45, les conditions de vie s'annoncent difficiles. Les détenus sont entassés debout. Ils n'ont pas accès à l'eau, mangent peu et ont du mal à respirer. Malgré l'échec de la résistance et des conditions dès le départ difficiles, les prisonniers gardent espoir. Dans certains wagons, ils chantent la Marseillaise ou ce n'est qu'un au revoir. Ils pensaient être envoyés dans un camp de travail en Allemagne et être rapidement libérés par les Alliés. Ce convoi, parti de Tourcoing le 1er septembre 1944, est désormais connu comme le dernier train de l'os. Une fois le train parti, Marceau et ses codétenus abandonnent l'idée d'être sauvés par la résistance française. Les espoirs se tournent désormais vers la résistance belge, la seule à pouvoir agir désormais, le train ayant déjà passé la frontière. Cependant, aucune liaison existe entre les responsables de la résistance française et de la résistance belge. L'information sera transmise trop tardivement. Le train roule à très faible vitesse à cause des bombardements alliés. Les soldats allemands demandent aux déportés d'agiter des mouchoirs aux lucarnes pour éviter toute attaque. Malgré les frappes stratégiques alliées sur le chemin de fer belge, le convoi poursuit son chemin vers les Pays-Bas grâce à la densité du réseau ferroviaire. Pour Marceau Deltombe, le destin se joue alors à très peu de choses. Le train de l'os manque de peu l'arrivée des Alliés. Il quitte la gare de Tourcoing le 1er septembre au moment même où débute l'action conjointe de différents groupes de résistance de l'île. Le convoi arrive à Gand le lendemain à 6h du matin, puis à Anvers à 14h29. Bruxelles et Lille sont libérées le 3 septembre alors que le convoi arrive à Cologne en Allemagne. On estime de 10 à 30 le nombre de décès pendant le trajet, ce qui est relativement faible et qui s'explique par la bonne condition physique des prisonniers, la relative rapidité du trajet et par des conditions climatiques favorables. À Cologne, Marceau et ses codétenus sont conduits dans un camp de transit en attendant leur transfert vers un camp de concentration. Un comptage général de plusieurs heures a lieu le 5 septembre sous la pluie. Les détenus sont alors séparés en plusieurs groupes à destination de différents camps. Marceau fait partie d'un groupe qui repartira quelques heures plus tard vers Sachsenhausen. C'est dans ce camp que commence pour lui l'expérience concentrationnaire. Le camp de Sachsenhausen est situé à 35 km au nord de Berlin. Comme ses camarades, Marceau découvre ce camp en franchissant son portail, au sommet duquel est inscrite la cynique devise « Arbeit macht frei ». Sachsenhausen partage cette particularité avec les camps Auschwitz, Dachau et Gross-Rosen. Selon les idéologues nazis, c'est un complexe décrit comme parfait. Il est construit en triangle pour une surveillance efficace avec le moins d'hommes possible. Les conditions y sont extrêmement dures. Le numéro de matricule 97825 est la seule information dont nous disposons encore. Une partie des archives du camp a été détruite à la fin de la guerre par les nazis. Les informations à notre disposition laissent penser qu'il a été envoyé dans le commando Heinkel, usine d'aviation située à quelques kilomètres d'Oranienburg-Sachsenhausen, 7 halls de fabrication de 120 mètres de long sur 66 de large et 20 de haut, 7000 détenus. C'est le commando le plus important du complexe concentrationnaire. Marceau était soudeur avant la guerre et ce commando requiert des capacités de travail du métal. On sait que les nazis sélectionnaient parmi les déportés les meilleurs éléments, toutes races et nationalités confondues, afin qu'ils fabriquent des avions de guerre tels que HE-77. Ce commando n'est pas dans le camp directement, c'est une usine-prison. Cette usine-prison mélange des travailleurs civils allemands qui vont devenir des contremaîtres avec des prisonniers. Il y a toute une hiérarchie mise en place au sein du commando Heinkel. Les SS encadrent le tout, les contremaîtres allemands civils veillent au bon fonctionnement et au bon rendement des prisonniers. Les prisonniers de droit commun,
triangle vert, s'assure qu'aucun prisonnier politique, triangle rouge, ne fasse mal son travail ou essaye de saboter discrètement la production. L'usine est divisée en plusieurs parties qui se nomment des halls selon leur office, tels que assemblage des pièces, découpe, électrification. On ignore dans quel hall a travaillé Marceau. Les prisonniers vivent dans des blocs légèrement à l'écart de l'usine elle-même. L'appel se fait à l'extérieur. Des abris anti-bombardement sont construits car l'usine est souvent ciblée et attaquée. Marceau se retrouve entouré de résistants comme lui. Des communautés de Français se forment et il tente tant bien que mal de s'épauler. Dans ce commando, la résistance s'organise. Objectif, saboter la production de guerre. Pour les prisonniers, il s'agit de dégrader la qualité des avions pour les empêcher de participer à l'effort de guerre allemand, mais aussi de ralentir les chaînes de travail. Marceau, en tant que soudeur, pouvait dans le but de résister faire fondre le métal en certains points, ce qui les obligeait avec ses camarades à reboucher ces trous avec une surépaisseur de métal qui est donc plus longue à meuler. Cette action a mené une perte de temps non négligeable. Ils ont aussi, à de nombreuses reprises, volontairement mal fait les soudures, en ne soudant pas à cœur les pièces pour que le HE77 se casse en vol. Le tout en donnant l'impression de bien faire pour éviter les coups et les réprimandes. En effet, si des prisonniers se révèlent incompétents ou font mal leurs tâches, ou encore pas assez vite au goût de l'administration, ils sont mutés dans le bas au commando, un commando extrêmement exigeant et impitoyable. Ils sont assignés à des tâches physiques ne requérant aucune capacité. Ils sont encore plus maltraités, n'ont quasiment pas de pause, travaillent à l'extérieur par tous les temps. Ils sont de plus encadrés par des prisonniers allemands et des SS, et subissent de nombreuses punitions horribles, ainsi que des sévices, comme des morsures par des chiens. Au sein du commando, il y avait une forte solidarité. En effet, Marceau et les autres soudeurs recevaient du lait pour pallier les effets des vapeurs toxiques. Ils en prélevaient pour le donner aux malades français. En retour, certains civils allemands leur apportaient des journaux, du pain et du tabac. Fin janvier 1945, les nazis organisent le démantèlement du commando, devenu inutile devant l'avancée des Alliés. Un convoi pour Buchenwald est mis en place. Marceau en fait partie. À travers le témoignage de Jean-Marie Fossier, déporté dans les mêmes convois que Marceau, nous pouvons apprendre beaucoup des conditions de voyage entre le camp de Sachsenhausen et celui de Buchenwald. Le 22 janvier 1945, il est de nouveau temps pour les prisonniers de partir. Marceau et Jean-Marie Fossier passent la journée sur la place d'appel du camp, avant d'être entassés avec les autres détenus dans un wagon à bestiaux, avec pour direction le camp de Buchenwald. Les prisonniers, encerclés par les cris de chiens et l'odeur des corps pourrissants sur les quais, sont poussés dans les wagons à coups de crosse. Dans le wagon, une vingtaine de nordistes sont accompagnés de Polonais, d'Autrichiens, de Belges et d'Anglais pour parcourir en 5 jours les 220 km séparant les deux camps. Le voyage est terrible, le fourgon bondé, mais des informations circulent. À l'aide d'un poste de radio clandestin, Marceau, Jean-Marie Fossier et les autres apprennent qu'une organisation clandestine de résistants a été mise en place à Buchenwald. À l'arrivée, les SS se livrent à une danse de la mort sur le ballast, les détenus sont battus et certains ne peuvent même plus marcher à cause des conditions du voyage. Toutefois, la fraternité règne entre les prisonniers. De nouveaux uniformes sont distribués, de nouvelles organisations clandestines sont intégrées. Dès son arrivée dans un camp, peu importe lequel, Deltombe cherche à poursuivre sa résistance. Des organisations très larges sont déjà mises en place, et de nombreuses nationalités sont mobilisées, à commencer par des Allemands anti-nazis. La célébration de la Commune de Paris de 1871, symbole d'insurrection révolutionnaire, est notamment l'occasion d'inciter les déportés à se rallier à la cause. Réveillés à coups de matraque, forcés de courir nus jusqu'aux douches, humiliés lors des marches des partisans, ces heures à ramper dans la neige, creuser des tranchées jugées parfaites, les rebouchèrent ensuite. L'accablement, l'infamie et la mort règnent. Les hommes sont déshumanisés et traités comme de la vermine. Tant méprisés qu'ils se nourrissent en léchant sur le sol ce que les sous-officiers avaient daigné leur accorder. Spectacle que ces derniers immortalisent en photographie, toujours plus avilissante. Et pourtant, la résistance subsiste. Ainsi, la combativité de déportés, dont Marceau Deltombe, témoigne de leur détermination sans faille, malgré les privations, malgré les violences, malgré la souffrance. Le 11 avril 1945, le camp de concentration de Buchenwald est libéré par les troupes américaines. Les déportés, dont Deltombe, organisés clandestinement, avaient préparé la libération et pris le contrôle partiel du camp, avant même l'arrivée des Alliés. En effet, ces derniers avaient compris que la fin de la guerre était proche, et que cela constituerait le moment le plus dangereux pour eux. Une extermination finale se profilait. La mortalité était épouvantable,
et il était urgent de maintenir le moral des déportés mobilisés. Le 11 avril donc, vers midi, ils attaquent. Quelques coups de feu sont échangés selon le témoignage d'un des membres de l'unité, Jean-Marie Fossier. Mais les SS se rendent sans se battre. Un peu plus tard, les chars américains arrivent et découvrent avec stupeur la barbarie nazie sans en mesurer tout de suite l'étendue. Selon M. Fossier, ce n'est qu'après 48 heures que ces derniers prennent conscience de l'horreur absolue. Des milliers de cadavres entassés, des détenus squelettiques et des survivants au bord de la mort. Les images de cette libération sont marquées par des scènes de désolation et de souffrance extrême. La mortalité sera la même qu'avant la libération, tant les prisonniers sont physiquement traumatisés par ces traitements inhumains. Ce camp restera l'un des plus grands et des plus meurtriers du régime nazi, un symbole de la cruauté et de l'oppression subie par des dizaines de milliers de déportés, des résistants comme Marceau Deltombe, des opposants politiques, des juifs, des tziganes, des homosexuels et bien d'autres. Comment se reconstruire suite à cela? Comment tenter de reprendre une vie normale? Comment empêcher que cela ne se reproduise? En réalité, le plus jamais ça débute dès le 11 avril 1945 avec le serment de Buchenwald, lu par le haut-parleur du camp, prônant la création d'un monde sans haine ni armes. C'est, porté par cette conviction, que Marceau rentre. Particulièrement affaibli, il ne pèse plus que 30 kilos. En 1947, ses activités de résistant lui valent d'être, de manière rétroactive au 1er juillet 1944, élevé au grade de sous-lieutenant. 4 ans plus tard, ses activités de résistant lui valent une citation, à l'ordre du régiment, qui le décrit ainsi. Résistant animé d'une belle foi patriotique, qui a participé ardemment à la lutte clandestine durant l'occupation ennemie. Arrêté et déporté, a supporté courageusement les dures épreuves d'une longue détention. La croix de guerre avec étoile de bronze lui est attribuée. Ces 2 années marquent profondément Marceau, qui s'engage auprès d'associations mémorielles comme l'association française Buchenwald-Dora et Commandos, dont il est membre et qu'il représente lors de quelques cérémonies qui lui permettent de retrouver son camarade Fossier. Le retour à la vie civile reste marqué par un attachement à de solides convictions. S'il continue de militer, Marceau le fait discrètement, sauf en 1958, où il accepte de se présenter aux élections cantonales à Marcq-en-Barœul. Mais, comme le disent ses petits-neveux, c'était un homme très discret sur sa déportation. Il meurt à Marcq-en-Barœul le 19 juin 1990, à l'âge de 79 ans.